Et la question que nous vous posions vendredi pour aujourd'hui était la suivante. L'opération actuelle à Rafah et la question de l'après-Hamas à Gaza marque-t-il un moment critique pour Israël? Alors, oui ou non, Lise, je vous laisse le soin de nous donner les résultats et de vous entretenir sur ce sujet avec notre invité. Alors, comme souvent, à vrai dire, Didier, selon les réseaux, nos auditeurs ne sont pas d'accord. On est à une grande majorité de oui sur Facebook et sur Insta, 82% de oui et 94% de oui sur Insta. Le premier, c'était Facebook. Et sur X, on est à une majorité de non, 67% et seulement 33% de oui. Donc, on va demander son avis à notre invité. Ce matin, je suis ravie de recevoir Guy-Philippe Goldstein. Bonjour. Ravi d'être là. Merci d'être avec nous sur Radio Judaïka. Guy-Philippe Goldstein, vous êtes expert en cybersécurité, auteur de nombreux livres et souvent vous faites de la prospective. Donc, vous parlez de scénarios potentiels dans des moments stratégiques et c'est ça qu'on avait envie de faire ensemble ce matin. Alors, de quel côté vous situez-vous? Est-ce que la question de l'après-Hamas à Gaza et cette opération actuelle à Rafah, qui n'est pas très populaire dans le monde entier, est-ce qu'elle marque un moment critique pour Israël et quel scénario on peut en déduire? Alors, je penche très nettement pour le camp de votre audience qui se trouve sur Instagram plutôt que sur X Twitter, même si j'adore X Twitter à titre personnel, hein. Oui, et on est effectivement potentiellement à un point tournant. Et ce qui est intéressant, c'est d'essayer de comparer l'actualité et ce qui se passe en ce moment avec ce qui aurait pu être prévu. Précisément, vous y référence aux questions de scénario prospectif. Si on avait commencé à réfléchir à la situation dès le mois d'octobre 2023, ce qui est une activité qui m'a été demandée, il y avait très clairement deux phases qui pouvaient être dessinées sur l'ensemble de l'opération israélienne. D'une part, il y avait une question qui était posée, qui était est-ce que les Israéliens, l'armée israélienne, Tsahal, va réussir militairement à pouvoir entrer dans Gaza sans que ça se transforme en espèce de Stalingrad pour Tsahal, ce qui était une question qui était posée. Et puis, la deuxième question qui était posée, c'était une fois que l'opération strictement militaire est réalisée, qu'est-ce qui peut se passer? Et là, on va dire que d'une part, sur le premier aspect de la réussite militaire strictement opérationnelle, connaissant les qualités de Tsahal, connaissant d'ailleurs certains de ses avantages en termes de capacité en utilisant entre autres l'intelligence artificielle, mais aussi l'entraînement et le maximum des réserves, on pouvait se dire qu'il y avait de grandes possibilités pour que malgré tout ce qu'on puisse entendre sur certains médias, eh bien, l'aspect strictement opérationnel de l'opération d'un point de vue militaire puisse réussir. Et effectivement, 3, 4 mois plus tard, on peut se rendre compte qu'il y a environ entre 19 et 20 des 24 bataillons du Hamas qui ont été démantelés, sans que ça vous puisse vouloir dire d'ailleurs que l'ensemble du personnel puisse être été neutralisé, bon, avec tout ce que ça peut impliquer. Euh, Avec d'ailleurs, en regard de ça, des pertes militaires israéliennes, même si chaque soldat qui tombe, effectivement, pour les familles peut être un déchirement, mais au regard des choses, des pertes militaires israéliennes qui ont été relativement limitées. Et ça aussi, ça fait partie donc d'un succès opérationnel. Donc, même si ce n'est pas un triomphe militaire, le premier volet qui est la capacité à entrer dans Gaza, à prendre le contrôle du terrain et à supprimer, entre guillemets, suffisamment d'unités du Hamas, en grande partie a plutôt été bien réalisé. Et la deuxième question qui était posée, c'est qu'une fois que l'armée est là, comment est-ce qu'on peut occuper cet espace où il se trouve plus de 2,3, 2,4 millions de Palestiniens? Et c'est là où il est très intéressant, en fait, de se remettre non pas à certains de nos préjugés, de nos biais, mais tout simplement à ce que dit la science, la doctrine militaire. Et là-dessus, il y a tout un ensemble de cas dans le monde occidental et dans l'histoire des conflits modernes depuis la Seconde Guerre mondiale qui dit que face à un risque de contre-insurrection, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a occupé, comment on arrive à maintenir le calme, eh bien, ce n'est pas systématique que les armées, qu'elles soient occidentales ou autres, puissent perdre face à une contre-insurrection. Ce que l'on sait, d'ailleurs, c'était un officier militaire français d'origine juive, David Gelula, qui l'avait dit
il est extrêmement important de gagner le cœur et les esprits des populations qu'on occupe. Bon, et depuis d'ailleurs, il y a même d'autres recherches, dont par exemple, je citerai Jacqueline Hazelton du Belfair Center à Harvard, qui, elle, va voir qu'en regardant plusieurs opérations de contre-insurrection, que ce soit, et d'ailleurs souvent menées par les Britanniques, qui ont été réussies, que ce soit en Malaisie dans les années 50, que ce soit la guerre civile grecque à la fin des années 40, que ce Mais soit au San sauf, Salvador. Guy-Philippe Goldstein, je peux me permettre que là, on n'a pas vocation à rester, on n'a pas de volonté à rester et on sait très bien qu'on ne risque pas de conquérir les cœurs des Palestiniens si on reste. J'ai envie de dire au contraire. Et là-dessus, donc, il y avait l'ancien chef de la division des prisonniers et des personnes disparues, le lieutenant Avi Kallo, qui était très pessimiste et qui disait, plus on continue sans avoir une situation une direction stratégique claire hein, après l'opération, pas maintenant, et moins on pourra négocier la libération des otages. Donc j'imagine que si lui le dit et que vous le disiez à l'instant, donc tous les dirigeants israéliens doivent avoir ça à l'esprit. Si on continue et qu'on n'a pas de solution pour l'après, alors on n'arrivera pas à faire libérer les otages, ce qui est pourtant un des deux principaux objectifs de la guerre. C'est exactement le point, à savoir qu'il y a une nécessité à avoir un système politique crédible, légitime, qui va prendre le contrôle de l'espace de Gaza. Ça ne veut pas dire qu'on va être capable de gagner le cœur et les esprits. C'est pour ça que j'en viens à Jacqueline Hazelton, qui montre qu'en réalité, ce qui est très important, c'est d'avoir l'appui d'une partie des élites locales, mais que ça peut passer par des opérations contre-terroristes qui peuvent être très dures, comme ça s'est vu au San Salvador, comme ça s'est vu en Malaisie, etc. Donc, il faut effectivement être capable de séparer les points. L'idée ne sera pas de gagner le cœur et les esprits, mais il est nécessaire de mettre en place une structure politique qui soit légitime et crédible auprès des Palestiniens. Bon. Et d'ailleurs, dans l'histoire, on l'a également vu. Bon. Donc, ce point-là, en fait, l'armée le sait très bien. Et d'une certaine façon, Yoav Gallant, désormais, aujourd'hui, est le porte-parole de ce point de vue-là. Et donc, quand on faisait de la prospective dès octobre 2023, on pouvait se dire, là, il y a une situation qui est problématique parce que l'objectif des militaires, et au sens large politico-militaire, et ce que l'on voit d'ailleurs aujourd'hui, encore une fois, avec Yoav Gallant et le reste de l'armée qui le dit, en fait, c'est qu'il va falloir une structure politique, militaire, légitime et crédible pour les Palestiniens pour gérer Gaza, parce que sinon, ça va être le Vietnam, ou pire, ça va être ce que les Américains ont connu en Irak entre 2003 et 2007, à savoir quelque chose d'assez dramatique, et d'abord et avant tout pour les soldats israéliens qui seront obligés de gérer cet espace-là. Mais évidemment, si on met en place une structure politique légitime et crédible, ce que les Américains appelleraient quelque chose de revitalisé, avec un forum qui pourrait prendre des éléments de l'autorité palestinienne, probablement peut-être des éléments du leadership palestinien qui se trouve dans les Émirats arabes unis avec Mohamed Dalan, peut-être même certains autres éléments autour de groupes islamistes, on n'en sait rien, tout est possible. Bon, mais évidemment, on va créer un noyau de quelque chose qui va ressembler à une autorité légitime qui sera le cœur d'un nouvel État palestinien. Et c'est là où on voit très clairement à l'intérieur du leadership israélien des questions qui sont posées parce que pour des raisons qui sont à la fois idéologiques, mais aussi, faut le dire, du fait qu'il y a très peu de crédibilité dans une grande partie de l'opinion israélienne vis-à-vis d'un leadership palestinien, vu que le track record au cours des 20 dernières années n'a pas non plus été mirobolant du côté palestinien, il y a ou une réticence, ou même une peur très forte, ou même un refus pour des raisons idéologiques absolues, d'avoir quelque chose qui serait le point de démarrage d'un État palestinien. Et donc là, ça ouvre des scénarios, à savoir, est-ce que l'armée, les relais de l'armée dans le monde politique israélien, une partie de l'opinion va finir par faire pression, et peut-être dans un cadre d'une action politique, pour qu'on mette en place cette autorité, on va voir comment on va l'appeler, mais ce forum politique, cette autorité politique qui serait un chemin vers un État palestinien qui soit légitime et crédible, mais évidemment où le Hamas actuel de Gaza n'existera pas et idéalement sera supprimé, et devra être supprimé d'ailleurs, il faut le dire, et d'autre part, sera très strictement dans le cadre des accords d'Abraham. Donc, est-ce que cette option-là sera engagée ou est-ce que
pour des raisons d'ailleurs internes, Israël ne voudra pas ou ne sera pas capable d'engager cette option-là, et auquel cas, eh bien, on sera sur un autre chemin. Et derrière là, on peut envisager donc deux scénarios qui pourraient s'ouvrir, mais pour dire les choses qui vont se jouer cette année. Parce qu'en gros, la décision est essentiellement politique en Israël Il et nous elle va reste se une jouer minute, sur Guy la Philippe. capacité à. Ah, bon. Bien, en gros, il y a deux visions possibles. La première, c'est qu'on n'arrive pas à mettre en place cet État, enfin ce noyau vers l'État palestinien, et auquel cas il faut s'attendre d'une part à un marasme politique interne en Israël, mais surtout à ce que, in fine, Sinwar, donc le pire du pire, prenne le contrôle de l'ensemble du mouvement national palestinien et donc définitivement empêche pour une longue période cet État palestinien. Et donc ça veut dire, eh bien, peut-être une insurrection forte à Gaza, peut-être une troisième intifada en Cisjordanie. Ça ne veut pas dire qu'Israël peut perdre, mais ça veut dire qu'Israël doit malheureusement, dans cette optique-là, s'attendre à un long conflit dur qui aura un impact sur l'économie. Ou alors, sorti par le haut, avec peut-être même bonus, cerise sur le gâteau, normalisation avec les Saoudiens. Mais là, je terminerai là-dessus. Ça ne veut pas dire qu'on est sorti d'auberge, parce que la réalité, c'est que derrière ça, on est dans une nouvelle guerre froide et que si jamais nous arrivons à avoir une sortie par le haut, nos adversaires désormais iraniens et derrière russes et chinois, eh bien, ils vont renforcer la tension quoi qu'il arrive. Donc, je voudrais dire qu'il y a une possible sortie vers le haut, elle sera importante, ça ne veut pas dire qu'on sera sorti d'affaire. Merci beaucoup, Guy-Philippe Goldstein, pour votre expertise, spécialiste de cybersécurité et également de prospective. Bonne journée à vous. À très vite. Merci Lisa, à très vite. Merci beaucoup à Guy-Philippe Goldstein de nous avoir apporté son éclairage sur cette question. À propos de questions, voici la question pour demain mardi. L'opposition iranienne peut-elle profiter de la mort d'Ebrahim Raïssi pour déstabiliser les gardiens de la révolution